Bonjour, bonsoir les amis, avec Internet, on ne sait jamais quelle heure il est. Je vous remercie pour votre patience, nous y voilà enfin. C'est le début de la seconde partie de cet ouvrage incroyable qu'est celui d'Arthur Firstenberg, L'arc-en-ciel invisible, The Invisible Rainbow, l'histoire de l'électricité et de la vie. Nous aborderons aujourd'hui le chapitre 11 qui s'appelle Cœur irritable et je vous invite à vous installer tranquillement au calme, au chaud, avec un petit plaid, un petit carnet, un petit stylo peut-être, pour entamer cette deuxième partie. Alors ce qui serait bien, ce serait peut-être de retourner à la première partie, ça fait assez longtemps que j'avais terminé la première partie. Excusez-moi encore pour ce laps de temps assez important entre la fin de la première partie et le début de cette seconde partie. Voilà, sans plus attendre, trêve de bavardage, on y va. Chapitre 11, Cœur irritable. Il s'agit donc d'une deuxième partie concernant les pathologies liées à ce problème de l'électromagnétisme, de l'électricité sur le vivant. C'est parti. Le premier jour de l'automne 1998, Florence Griffith Joyner, ancienne médaillée d'or olympique sur piste, est morte dans son sommeil à l'âge de 38 ans lorsque son cœur a cessé de battre. Le même automne, le joueur de hockey sur glace canadien Stéphane Morin, âgé de 29 ans, est mort d'un arrêt cardiaque soudain au cours d'un match de hockey en Allemagne, laissant derrière lui une femme et un fils nouveau-né. Chad Silver, qui avait joué dans l'équipe nationale suisse de hockey sur glace, également âgé de 29 ans, est mort d'une crise cardiaque. Dave Logan, ancien attaquant des Buccaneers de Tampa Bay, s'est effondré et est mort de la même cause. Il avait 42 ans. Aucun de ces athlètes n'avait d'antécédents de maladie cardiaque. Une décennie plus tard, en réponse à l'inquiétude croissante de la communauté sportive, la fondation de l'Institut de cardiologie de Minneapolis a créé un registre national des morts subites d'athlètes. Après avoir passé au peigne fin les dossiers publics, les reportages, les archives des hôpitaux et les dossiers d'autopsie, la Fondation a identifié 1049 athlètes américains dans 38 sports de compétition qui avaient subi un arrêt cardiaque soudain entre 1980 et 2006. Les données ont confirmé ce que la communauté sportive savait déjà. En 1980, les crises cardiaques chez les jeunes athlètes étaient rares. Seuls 9 cas se sont produits aux États-Unis. Le nombre a augmenté progressivement mais régulièrement, d'environ 10% par an, jusqu'en 1996, où le nombre de cas d'arrêt cardiaque mortel chez les athlètes a soudainement doublé. Il y en a eu 64 cette année-là, et 66 l'année suivante. Au cours de la dernière année de l'étude, 76 athlètes de compétition sont morts lorsque leur cœur a lâché, la plupart d'entre eux ayant moins de 18 ans. La communauté médicale américaine était incapable de l'expliquer, mais en Europe, certains médecins pensaient connaître la réponse. Non seulement à la question de savoir pourquoi le cœur de tant de jeunes athlètes ne pouvait plus supporter la contrainte de l'effort, mais aussi à la question plus générale de savoir pourquoi tant de jeunes gens succombaient à des maladies dont seules les personnes âgées mouraient auparavant. Le 9 octobre 2002, une association de médecins allemands spécialisés en médecine environnementale a entrepris de faire circuler un document appelant à un moratoire sur les antennes utilisées pour les communications par téléphone portable. Les radiations électromagnétiques, disait-il, provoquent une augmentation drastique des maladies aiguës et chroniques, parmi lesquelles on peut citer les fluctuations extrêmes de la pression sanguine, les troubles du rythme cardiaque et les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux dans une population de plus en plus jeune. 3000 médecins ont signé ce document, appelé Freiburger Appell, l'appel de Freiburg, du nom de la ville allemande, où il a été rédigé. Leur analyse, si elle est correcte, pourrait expliquer le doublement soudain des crises cardiaques chez les athlètes américains en 1996. C'est l'année où les téléphones portables ont été mis en vente pour la première fois aux États-Unis et celle où les compagnies de téléphones mobiles ont commencé à construire des dizaines de milliers d'antennes relais pour les alimenter. Bien que l'auteur connaissait l'appel de Freiburg et les effets profonds que l'électricité peut avoir sur le cœur, lorsqu'il imagina ce livre, il n'avait pas l'intention d'y inclure un chapitre sur les maladies cardiaques, car il était toujours dans le déni malgré l'abondance des preuves. Nous rappelons au chapitre 8 que Marconi,
Le père de la radio a eu 10 crises cardiaques après avoir commencé son travail de bouleversement du monde, dont celle qui l'a tué à l'âge de 63 ans. Les troubles d'anxiété qui sévissent aujourd'hui sont le plus souvent diagnostiqués à partir de leurs symptômes cardiaques. Beaucoup de personnes souffrant d'une crise d'angoisse aiguë ont des palpitations cardiaques, un essoufflement et des douleurs ou une pression dans la poitrine, qui ressemblent si souvent à une véritable crise cardiaque que les urgences des hôpitaux sont plus remplies de patients qui se révèlent n'avoir rien que de l'angoisse que par des patients qui s'avèrent avoir un problème cardiaque. Et pourtant, nous rappelons au chapitre 6 que l'anxiété névrotique est une invention de Sigmund Freud, un changement de nom d'une maladie autrefois appelée neurasthénie, qui n'est devenue courante qu'à la fin du XIXe siècle, après la construction des premiers systèmes de communication électrique. Le syndrome des ondes radio, décrit par les médecins russes dans les années 1950, est caractérisé par des troubles cardiaques. Non seulement l'auteur savait tout cela, mais il souffre lui-même depuis 35 ans de palpitations, d'un rythme cardiaque anormal, d'un essoufflement et de douleurs thoraciques liées à l'exposition à l'électricité. Pourtant, lorsque son ami et collègue Joli Andritsakis lui a suggéré que la maladie cardiaque elle-même était apparue dans la littérature médicale pour la première fois au début du XXe siècle, et qu'il devrait y consacrer un chapitre, il a alors été pris par surprise. Nous parlons donc d'Arthur Firstenberg. À l'école de médecine, où on lui avait tellement fait comprendre que le cholestérol était la principale cause des maladies cardiaques qu'il n'avait jamais auparavant remis en doute la sagesse selon laquelle une mauvaise alimentation et le manque d'exercice sont les facteurs les plus importants contribuant à l'épidémie moderne. Il n'avait aucun doute sur le fait que les rayonnements électromagnétiques pouvaient provoquer des crises cardiaques, mais il ne soupçonnait pas encore qu'ils étaient responsables des maladies cardiaques. Puis un autre collègue, le docteur Samuel Milham, a encore brouillé les pistes. Milham est un médecin et un épidémiologiste retraité du ministère de la Santé de l'État de Washington. Il a écrit un article en 2010, suivi d'un bref ouvrage, suggérant que les épidémies modernes de maladies cardiaques, de diabète et de cancer sont largement, voire entièrement, causées par l'électricité. Il a inclus des statistiques sérieuses pour étayer ses affirmations. L'auteur a décidé donc de se lancer sur ce sujet. Il a pris connaissance du travail de Milham pour la première fois en 1996, lorsqu'on lui a demandé de contribuer à un procès national contre la Commission fédérale des communications. Il vivait encore à Brooklyn et il savait seulement que l'industrie des télécommunications promettait une révolution sans fil. L'industrie voulait mettre un téléphone portable dans les mains de chaque Américain et pour que ces appareils fonctionnent dans les canyons urbains de sa ville natale, il demandait l'autorisation d'ériger des milliers d'antennes à micro-ondes au niveau des rues dans tout New York. Des publicités pour ces nouveaux téléphones commençaient à apparaître à la radio et à la télévision, expliquant au public pourquoi ils avaient besoin de ces appareils et qu'ils feraient des cadeaux de Noël idéaux. L'auteur n'avait aucune idée à quel point le monde était sur le point de changer radicalement. Puis David Fichtenberg, un statisticien de l'État de Washington, a téléphoné à Arthur Firstenberg pour lui dire que la FCC, la Commission donc fédérale des communications aux États-Unis, cette commission venait de publier des directives sur l'exposition humaine au rayonnement micro-ondes et ce David Fichtenberg lui a demandé si il voulait bien le rejoindre à un procès d'envergure nationale contre eux, contre la commission. Arthur Firstenberg a découvert que les nouvelles directives avaient été rédigées par l'industrie de la téléphonie elle-même et qu'elles ne protégeaient pas les gens contre les effets des rayonnements micro-ondes, sauf un, celui d'être cuit comme un rôti dans un four à micro-ondes. Aucun des effets connus de ces rayonnements sur le cœur, le système nerveux, la glande thyroïde et d'autres organes n'a été pris en considération, à l'exception des effets thermiques. Pire, le Congrès avait adopté en janvier une loi qui rendait en fait illégal pour les villes et les États de réglementer cette nouvelle technologie sur la base de la santé. Le président Clinton l'avait signé le 8 février. L'industrie, la FCC,
Le Congrès et le président conspiraient pour nous dire que nous devrions tous nous sentir à notre aise en tenant des appareils qui émettent des radiations micro-ondes à proximité immédiate de notre cerveau et que nous devrions tous nous habituer à vivre dans des espaces restreints avec des antennes relais micro-ondes parce qu'elles allaient apparaître dans une rue près de chez vous, que cela vous plaise ou non. Une gigantesque expérience biologique avait été lancée et nous allions tous être des cobayes à notre insu. Hormis le fait que le résultat était déjà connu. Les recherches avaient été faites et les scientifiques qui les avaient menées essayaient de nous mettre en garde contre ce que la nouvelle technologie allait faire au cerveau des utilisateurs de téléphones portables, ainsi qu'au cœur et au système nerveux des personnes vivant à proximité des antennes relais de téléphonie cellulaire, c'est-à-dire bientôt chaque citoyen. Samuel Milham Jr. était l'un de ces chercheurs. Il n'avait réalisé aucune des recherches cliniques ou expérimentales sur des humains ou des animaux. De tels travaux avaient déjà été réalisés par d'autres au cours des décennies précédentes. Milham est un épidémiologiste, un scientifique qui prouve que les découvertes faites en laboratoire par d'autres personnes touchent en fait des masses de personnes vivant dans le monde réel. Dans sa première étude, il avait montré que les électriciens, les monteurs de lignes électriques, les monteurs de lignes téléphoniques, les ouvriers de l'industrie de l'aluminium, les techniciens de radio et de télévision, les soudeurs et les radioamateurs, ceux dont le travail les exposait à l'électricité ou au rayonnement électromagnétique, mouraient beaucoup plus souvent que la population en général de leucémie, de lymphome et de tumeurs cérébrales. Il savait que les nouvelles normes de la FCC étaient inadéquates et il s'est mis à la disposition de ceux qui les contestaient devant les tribunaux, comme consultant. Ces dernières années, Milham a examiné les statistiques de recensement des années 1930 et 1940, lorsque l'administration Roosevelt a fait de l'électrification de toutes les fermes et communautés rurales d'Amérique une priorité nationale. Ce que Milham a découvert l'a surpris. Il a constaté que non seulement le cancer, mais aussi le diabète et les maladies cardiaques semblaient être directement liés à l'électrification domestique. Les communautés rurales qui n'avaient pas d'électricité avaient peu de maladies cardiaques jusqu'à ce que le réseau électrique soit mis en service. En fait, en 1940, les paysans des régions électrifiées du pays mouraient soudainement de maladies cardiaques 4 à 5 fois plus souvent que ceux qui vivaient encore hors de portée de l'électricité. Ouverture des guillemets. Il semble incroyable que des différences de mortalité de cette ampleur puissent rester inexpliquées pendant plus de 70 ans après qu'elles aient été signalées pour la première fois, fermeture des guillemets, a écrit Milham. Il a supposé qu'au début du XXe siècle, personne ne cherchait de réponse. Mais quand Arthur Firstenberg a commencé à lire les premiers ouvrages, il a constaté que tout le monde cherchait des réponses. Paul Dudley White, par exemple, un cardiologue bien connu associé à la Harvard Medical School, s'est interrogé à ce sujet en 1938. Dans la deuxième édition de son manuel Heart Disease, maladie cardiaque, il écrit avec étonnement: Costin Flint, un éminent médecin pratiquant la médecine interne à New York pendant la seconde moitié du XIXe siècle, n'a pas rencontré un seul cas d'angine de poitrine, c'est une douleur thoracique due à une maladie cardiaque, pendant une période de 5 ans. White a été confronté à un triplement des taux de maladie cardiaque dans son état natal du Massachusetts depuis qu'il a commencé à exercer en 1911. En termes de causes de décès, écrivait-il, les maladies cardiaques ont pris des proportions de plus en plus importantes dans cette partie du monde jusqu'à venir en tête du classement, ayant largement dépassé la tuberculose, la pneumonie et les maladies malignes. En 1970, à la fin de sa carrière, Mr. White n'était toujours pas en mesure de dire pourquoi il en était ainsi. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'étonner du fait que les maladies coronariennes, dues à l'obstruction des artères coronaires, qui est le type de maladie cardiaque le plus courant aujourd'hui, étaient autrefois si rares qu'il n'en avait vu presque aucun cas au cours de ses premières années de pratique. Sur les 100 premiers articles que j'ai publiés, écrit-il, seuls 2, à la fin, concernaient les maladies coronariennes. Au début du XXe siècle, les maladies cardiaques n'avaient cependant pas encore pris leur essor. Elles étaient relativement rares, bien que connues.
Les statistiques de l'état civil des États-Unis montrent que les taux de maladies cardiaques avaient commencé à augmenter bien avant que Mr. White n'obtienne son diplôme de médecine. L'épidémie moderne a en fait commencé assez soudainement dans les années 1870, en même temps que la première grande prolifération des fils télégraphiques. Mais ne nous précipitons pas, car les preuves que les maladies cardiaques sont principalement causées par l'électricité sont encore plus nombreuses que ce que Milham soupçonnait. Pour commencer, nous ne devons pas nous fier uniquement aux données historiques pour étayer la thèse de Milham, car l'électrification est toujours en cours dans certaines régions du monde. De 1884 à 1887, les scientifiques du Sitaram Bhartia Institute of Science and Research ont décidé de comparer les taux de maladies coronariennes à Delhi, en Inde, qui étaient étonnamment élevés, comparés aux taux des zones rurales du district du Gurgaon, dans l'état de Haryana, à 50 et 70 km de là. 27 000 personnes ont été interrogées et comme prévu, les chercheurs ont trouvé plus de maladies cardiaques en ville qu'à la campagne. Mais ils ont été surpris par le fait que pratiquement tous les facteurs de risque supposés étaient en fait plus importants dans les districts ruraux. Les citoyens fumaient beaucoup moins. Ils consommaient moins de calories, moins de cholestérol et beaucoup moins de graisses saturées que leurs homologues ruraux. Pourtant, ils avaient 5 fois plus de maladies cardiaques. Il ressort clairement de la présente étude, ont écrit les chercheurs, que la prévalence des maladies coronariennes et les différences entre les zones urbaines et rurales ne sont pas liées à un facteur de risque particulier et qu'il est donc nécessaire de rechercher d'autres facteurs au-delà des explications classiques. Le facteur le plus évident que ces chercheurs n'ont pas examiné est l'électricité. En effet, au milieu des années 80, le district de Gurgaon n'était pas encore électrifié. Afin de donner du sens à ce genre de données, il est nécessaire de passer en revue ce qui est connu et ce qui ne l'est toujours pas, sur les maladies cardiaques, l'électricité et la relation entre les deux. La grand-mère hongroise de Arthur Firstenberg, qui était la principale cuisinière de sa famille lorsqu'il était enfant, souffrait d'artériosclérose, c'est un durcissement des artères. Elle leur servait les mêmes repas qu'elle préparait elle-même sur les conseils de son médecin, et ils étaient pauvres en graisse. Il se trouve qu'elle était une merveilleuse cuisinière, alors après avoir quitté la maison, notre auteur a continué de manger dans le même style, parce qu'il était accro à ce goût. Depuis 38 ans, il a également suivi une nutrition végétarienne. Il se sent plus en forme en mangeant de cette façon, et il croit que c'est bon pour son cœur. Cependant, peu après le début de ses recherches concernant ce chapitre, un ami lui a donné un livre intitulé « Les mythes du cholestérol ». Il a été publié en 2000 par le médecin danois Uffe Ravenskoff, spécialiste en médecine interne et en maladies rénales et médecin de famille à la retraite vivant à Lund en Suède. Il a hésité à le lire car Ravenskoff n'est pas impartial. Il pense que les végétariens sont les stoïciens qui évitent le plaisir et qui se privent héroïquement du goût d'une nourriture correcte en croyant à tort que cela leur permettra de vivre plus longtemps. Ignorant ces préjugés, l'auteur a fini par lire le livre de Ravenskoff et il l'a trouvé bien documenté et bien référencé. Dans ce livre, Ravenskoff démolit l'idée que les gens ont plus de crises cardiaques aujourd'hui parce qu'ils se gavent de plus de graisse animale que leurs ancêtres. À première vue, cette thèse est contraire à ce qu'on a enseigné à l'auteur ainsi qu'à sa propre expérience. L'auteur a donc obtenu les copies de plusieurs des études que Ravenskoff a citées et il les a lues et relues jusqu'à ce qu'elles prennent enfin un sens à la lumière de ce que Firstenberg savait sur l'électricité. La chose la plus importante à retenir est que les premières études n'ont pas eu le même résultat que les recherches menées aujourd'hui et qu'il y a une raison à cette différence. Même les études menées dans différentes parties du monde ne sont pas toujours unanimes, et ce pour la même raison. Ravenskoff, cependant, est devenu une sorte d'icône au sein de la communauté de la santé alternative, y compris auprès de nombreux médecins de l'environnement qui prescrivent maintenant des régimes riches en graisses, en particulier des graisses animales, à leurs patients gravement malades. Ils font une lecture erronée de la littérature médicale. Les études sur lesquelles Ravenskoff s'est appuyé montrent sans équivoque qu'un facteur autre que le régime alimentaire est responsable du fléau moderne des maladies cardiaques. Mais elles montrent aussi que la réduction des graisses alimentaires dans le monde aujourd'hui aide à prévenir les dommages causés par cet autre facteur.
Pratiquement toutes les grandes études réalisées depuis les années 1950 dans le monde industrialisé, en accord avec ce qu'on a enseigné à Fürstenberg à l'école de médecine, ont montré une corrélation directe entre le cholestérol et les maladies cardiaques. Et toutes les études comparant les végétariens aux consommateurs de viande ont montré que les végétariens d'aujourd'hui ont à la fois des taux de cholestérol plus bas et un risque réduit de mourir d'une crise cardiaque. Il est surprenant de constater que toutes les premières études, celles réalisées dans la première moitié du XXe siècle, n'ont pas donné ce genre de résultats et n'ont pas montré que le cholestérol était lié aux maladies cardiaques. Pour la plupart des chercheurs, ce fut un paradoxe insoluble, en contradiction avec les idées actuelles sur l'alimentation, et une raison pour la communauté médicale dominante de rejeter les premières recherches. Puis, il y a eu le travail perspicace de Jeremiah Morris, professeur de médecine sociale à l'Université de Londres, qui a observé que dans la première moitié du XXe siècle, les maladies coronariennes avaient augmenté alors que l'athérome coronarien, les plaques de cholestérol dans les artères coronaires, avait en fait diminué. Morris a examiné les dossiers d'autopsie du London Hospital des années 1908 à 1949. En 1908, 30,4% de toutes les autopsies pratiquées sur des hommes âgés de 30 à 70 ans montraient un athérome avancé. En 1949, seulement 16%. Chez les femmes, le taux était passé de 25,9 à 7,5%. En d'autres termes, les plaques de cholestérol dans les artères coronaires étaient beaucoup moins fréquentes qu'auparavant, mais elles contribuaient à l'augmentation des maladies, des angines de poitrine et des crises cardiaques. En 1961, lorsque Morris a présenté un article sur ce sujet à la faculté de médecine de l'université de Yale, des études menées à Framingham dans le Massachusetts et à Albany dans l'État de New York ont établi un lien entre le cholestérol et les maladies cardiaques. Morris était convaincu qu'un autre facteur environnemental inconnu était également important. Il est assez certain, a-t-il déclaré à son auditoire, que plus que les graisses dans l'alimentation, les lipides sanguins sont impliqués dans la formation d'athéromes et qu'un autre facteur que l'athérome est nécessaire pour les maladies cardiaques ischémiques. Ce facteur, comme nous le verrons, est l'électricité. Les champs électromagnétiques sont devenus si intenses dans notre environnement que nous sommes incapables de métaboliser les graisses comme le faisaient nos ancêtres. Quel que soit le facteur environnemental qui affectait les êtres humains en Amérique dans les années 1930 et 1940, il affectait également tous les animaux du zoo de Philadelphie. Le laboratoire de pathologie comparative est une institution unique en son genre, fondée au zoo en 1901. De 1916 à 1964, le directeur du laboratoire, Herbert Fox, et son successeur, Herbert Radcliffe, ont tenu un registre complet des autopsies pratiquées sur plus de 13 000 animaux morts au zoo. Au cours de cette période, l'artériosclérose a étonnamment augmenté de 10 à 20 fois parmi toutes les espèces de mammifères et d'oiseaux. En 1923, Fox avait écrit que de telles lésions étaient extrêmement rares, se produisant chez moins de 2% des animaux et étant une découverte mineure et fortuite à l'autopsie. L'incidence a rapidement augmenté au cours des années 1930. Et dans les années 1950, l'artériosclérose se produisait non seulement chez les jeunes animaux, mais était souvent la cause de leur mort, plutôt que découverte lors d'une autopsie. En 1964, la maladie était présente chez un quart des mammifères et chez 35% des oiseaux. Les maladies coronariennes sont apparues encore plus soudainement. En fait, avant 1945, la maladie n'existait pas dans le zoo, et les premières crises cardiaques jamais enregistrées chez des animaux de zoo sont survenus 10 ans plus tard, en 1955. L'artériosclérose se manifestait avec une certaine régularité depuis les années 1930 dans l'aorte et d'autres artères, mais pas dans les artères coronaires. Toutefois, la sclérose des artères coronaires a augmenté si rapidement chez les mammifères et les oiseaux qu'en 1963, plus de 90% des mammifères et 72% des oiseaux morts au zoo souffraient de maladies coronariennes, tandis que 24% des mammifères et 1% des oiseaux avaient eu des crises cardiaques. La majorité des crises cardiaques se produisaient chez de jeunes animaux. L'artériosclérose et les maladies cardiaques étaient désormais présentes chez 45 familles de mammifères et 65 familles d'oiseaux vivant aux zoo. Des cerfs aux antilopes, des chiens de prairie aux écureuils, aux lions, aux tigres et aux ours, ainsi que les oies, les cigognes et les aigles. Le régime alimentaire n'avait rien à voir avec ces changements.
L'augmentation de l'artériosclérose avait commencé bien avant 1935, année où des régimes alimentaires plus nutritifs ont été introduits dans tout le zoo. Les maladies coronariennes n'ont fait leur apparition que 10 ans plus tard, mais le régime alimentaire des animaux est resté le même entre 1935 et 1964. La densité de population, du moins pour les mammifères, est restée à peu près la même pendant toute cette période de 50 ans, tout comme la quantité d'exercice qu'ils pratiquaient. Radcliffe a essayé de trouver des explications plausibles par les pressions sociales provoquées par les programmes d'élevage qui ont commencé en 1940. Il pensait que le stress psychologique devait affecter le cœur des animaux. Mais il ne pouvait pas expliquer pourquoi, plus de 2 décennies plus tard, les maladies coronariennes et les crises cardiaques continuaient à augmenter, de façon spectaculaire dans tout le zoo et parmi toutes les espèces, qu'elles soient en élevage ou non. Il ne pouvait pas non plus expliquer pourquoi la sclérose des artères, en dehors du cœur, avait augmenté au cours des années 1930, ni pourquoi, à des milliers de kilomètres de là, les chercheurs trouvaient de l'artériosclérose chez 22% des animaux du zoo de Londres en 1960 et un nombre similaire aux zoos d'Anvers en Belgique en 1962. L'élément qui a connu l'augmentation la plus spectaculaire dans l'environnement au cours des années 1950, lorsque les maladies coronariennes ont explosé chez les humains et les animaux, est le rayonnement des radiofréquences. Avant la Seconde Guerre mondiale, les ondes radio étaient largement utilisées à 2 fins distinctes, la communication radio et la diathermie, qui est leur utilisation thérapeutique en médecine pour échauffer certaines parties du corps. Soudain, la soif de dispositifs de production de radiofréquences était insatiable. Alors que l'utilisation du télégraphe durant la guerre civile avait favorisé son développement commercial et que l'utilisation de la radio pendant la Première Guerre mondiale en avait fait de même pour cette technologie, l'utilisation du radar pendant la Seconde Guerre mondiale a donné naissance à de nombreuses nouvelles industries. Pour la première fois, des oscillateurs radiofréquences étaient produits en masse et des centaines de milliers de personnes étaient exposées aux ondes radio sur leur lieu de travail. Des ondes radio qui étaient désormais utilisées non seulement par les radars, mais également dans la navigation, la radiodiffusion, la télédiffusion, la radioastronomie, le chauffage, la soudure et le scellage de dizaines d'industries et les fours à micro-ondes domestiques. Non seulement les travailleurs de l'industrie, mais aussi toute la population étaient exposés à des niveaux de radiofréquences sans précédent. Pour des raisons qui tiennent plus à la politique qu'à la science, l'histoire a pris des voies contradictoires dans des régions différentes du monde. Dans les pays du bloc occidental, la science s'est enfoncée dans le déni. Elle avait caché sa tête, comme une autruche, en 1800, ainsi que nous l'avons vu au chapitre 4, et maintenant la couche de sable s'est considérablement épaissie. Lorsque les techniciens radars se plaignaient de maux de tête, de fatigue, de gêne thoracique et de douleurs oculaires, voire de stérilité et de pertes capillaires, ils étaient envoyés pour un examen médical rapide et quelques analyses de sang. Lorsque rien de dramatique n'apparaissait, on leur ordonnait de reprendre le travail. L'expérience du bloc de l'Est a été différente. Les plaintes des travailleurs étaient considérées comme importantes. Des cliniques entièrement consacrées au diagnostic et au traitement des travailleurs exposés au rayonnement micro-ondes ont été créées à Moscou, Leningrad, Kiev, Varsovie, Prague et dans d'autres villes. En moyenne, environ 15% des travailleurs de ces industries sont tombés suffisamment malades pour se faire soigner et 2% sont devenus handicapés de façon permanente. Les soviétiques et leurs alliés ont reconnu que les symptômes causés par les radiations micro-ondes étaient les mêmes que ceux décrits pour la première fois en 1869 par le médecin américain George Bird. Par conséquent, en utilisant la terminologie de Bird, ils ont appelé les symptômes neurasthénie, tandis que la maladie qui les a provoqués a été appelée maladie des micro-ondes ou maladie des ondes radio. Des recherches intensives ont débuté à l'Institut d'hygiène du travail et des maladies professionnelles de Moscou dès 1953. Dans les années 1970, les fruits de ces recherches avaient donné lieu à des milliers de publications. Des manuels médicaux sur le mal des ondes radio ont été rédigés et le sujet est entré au programme des écoles de médecine russes et d'Europe de l'Est.
Aujourd'hui, les manuels russes y décrivent les effets sur le cœur, le système nerveux, la thyroïde, les surrénales et d'autres organes. Les symptômes de l'exposition aux ondes radio comprennent les maux de tête, la fatigue, la faiblesse, les étourdissements, les nausées, les troubles du sommeil, l'irritabilité, la perte de mémoire, l'instabilité émotionnelle, la dépression, l'anxiété, les dysfonctionnements sexuels, la perte d'appétit, les douleurs abdominales et les troubles digestifs. Les patients présentent des tremblements visibles, des mains et des pieds froids, des rougeurs au visage, des réflexes hyperactifs, une transpiration abondante et des ongles cassants. Les analyses sanguines révèlent un métabolisme des glucides perturbé et des taux de triglycérides et de cholestérol élevés. Bien que ces connaissances aient été complètement ignorées par l'American Medical Association et ne soient enseignées dans aucune école de médecine américaine, elles ne sont pas passées inaperçues auprès de certains chercheurs américains.